En 1990, à Madrid, la famille Gutiérrez est rassemblée autour du patriarche qui vit ses derniers instants. L'ambiance est morne, on ne parle qu'en chuchotant. Tous les visages sont tristes et baissés, mais pas une larme ne coule. L'homme est connu pour sa méchanceté, et sa famille a presque hâte qu'il meure, afin d'en être débarrassé. Mais leur foi les empêche de verbaliser pleinement ces sentiments dont ils ont honte. L'homme, lui, ne s'embarrasse pas d'une quelconque pudeur. Même dans ses derniers instants, il crache son venin sur ses proches jusqu'à la dernière goutte. Juste avant d'expirer, il fait une promesse sinistre à sa petite fille Estefania. « Si je ne peux pas te faire du mal dans cette vie, je le ferai de l'au-delà. » La jeune lycéenne essaye de ne pas trop prêter attention à cette vilaine menace. Après tout, elle a l'habitude de l'entendre dire des choses horribles, et elle est bien contente de ne plus être obligée de passer du temps avec le vieil homme acariâtre. C'est sans regret et sans un regard en arrière qu'elle enterre son grand-père, aux côtés de toute sa famille qui partage le même soulagement. Mais le vieil homme est bien déterminé à tenir sa promesse. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Une semaine après les funérailles, Estefania discute avec ses copines dans la cour du lycée, quand soudain, l'une d'elles propose une activité un poil illicite. Et si elles allaient s'isoler dans un coin pour invoquer les esprits ? Les jeunes filles hésitent, un peu craintives. Mais une des camarades d'Estefania, qui a récemment perdu son petit ami dans un accident de moto, se dit que ça pourrait être l'occasion de le contacter et de communiquer avec lui. Ses copines acceptent de l'aider. Elles confectionnent alors une planche de Ouija à l'aide d'un morceau de carton, sur lequel elles écrivent des lettres et des chiffres, puis subtilisent un verre à la cantine pour s'en servir comme planchette. Une fois leur cachette trouvée, elles s'assoient en rond et commencent leur invocation. Mais avant même qu'elles aient pu établir le contact avec qui que ce soit, un professeur les prend en flagrant délit et, scandalisé, saisit leur matériel et le fracasse au sol. Lorsque le verre se brise, une étrange fumée noire s'en libère. Elle tournoie quelques instants autour des filles, puis s'approche du visage d'Estefania, qui l'inhale. Si ses camarades s'en aperçoivent sur le moment, elles ne disent rien, de peur d'aggraver leur cas auprès de leur prof. Dans les jours qui suivent, les parents d'Estefania remarquent quelques changements étranges chez l'adolescente. D'abord, c'est son apparence qui les fait tiquer. Elle a les traits tirés et a constamment l'air fatiguée. Ils font alors part de leurs inquiétudes à leur fille, qui leur confie, gênée, qu'elle se sent suivie et persécutée. Ce sentiment se manifeste principalement la nuit. Estefania raconte qu'il lui arrive d'être réveillée en sursaut, sans comprendre pourquoi, et de voir d'étranges silhouettes se mouvoir dans sa chambre. Elle décrit ces ombres comme des formes humanoïdes, aux membres très maigres et trop longs pour être humains. Et plus les nuits passent, plus les apparitions se font concrètes et insistantes. Parfois, elle les entend même autour de son lit, répéter en chœur « Viens, rejoins-nous, viens à nous ». La santé physique de la jeune fille se met à décliner au fil des semaines, notamment à cause du manque de sommeil. Elle redoute l'heure du coucher plus que tout et n'arrive plus à se détendre, parce qu'elle sait que dès qu'elle fermera l'œil, les silhouettes reviendront la hanter. Sa famille et ses camarades regardent son état empiré, impuissant, jusqu'au jour où elle se met à faire des crises étranges. Elle se met parfois à convulser, sans raison apparente. Puis ses membres se raidissent et la figent dans une position anormale pendant de longues secondes, avant qu'elle finisse par s'effondrer sur le sol. Un jour, lors d'une de ces crises, ses amis sont profondément choqués de voir ses yeux devenir intégralement blancs. À la maison, ça ne va pas mieux. Ses frères et sœurs ne veulent plus rester seuls avec elle, tellement elle leur fait peur. Manque de chance, les parents d'Estefania sont souvent absents et les enfants se retrouvent régulièrement en tête-à-tête avec cette sœur qu'ils ne reconnaissent plus. La plupart du temps, tout se passe plutôt bien. À part l'état de fatigue extrême d'Estefania, il n'y a aucun incident à déclarer. Mais parfois,
Au cours d'une crise, il lui arrive de s'en prendre brutalement à eux. À plusieurs reprises, elle manque de les blesser gravement. Les enfants, terrifiés, racontent à leurs parents qu'elle leur parle d'une voix rauque qui semble appartenir à un homme très en colère. Quand cette voix sort de sa bouche, c'est pour insulter copieusement ses frères et sœurs. Elle devient méchante, vulgaire et brutale, ce qu'elle n'a jamais été auparavant. Au bout de quelques semaines, ne voyant aucune amélioration, les parents d'Estefania décident enfin de la faire examiner par des médecins. Elle en voit 1, puis 2, puis 3, puis une dizaine, et passe de service en service, mais aucun d'entre eux ne parvient à la diagnostiquer. L'hypothèse la plus plausible est celle de l'épilepsie, mais elle est rapidement écartée. Pour les soignants, il ne reste plus qu'une seule théorie. Son cas relève tout simplement de la psychiatrie, et la jeune fille doit être internée pour être soignée. Estefania est donc hospitalisée et de nouveau examinée par de nombreux spécialistes, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord non plus sur les troubles psychiatriques dont elle pourrait souffrir. L'adolescente continue à parler des silhouettes qui hantent ses nuits, et sa famille ne sait plus quoi faire pour l'aider. Au fond d'eux, ils sont convaincus qu'elle est possédée par l'esprit de son grand-père, revenu des tréfonds de l'enfer pour tenir la promesse qu'il a faite sur son lit de mort. Malheureusement, en 1991, environ 1 an après la séance de Ouija qui a changé le cours de sa vie, Estefania tombe dans le coma et meurt à l'hôpital où elle est internée. Les médecins sont là encore incapables d'expliquer la cause de son décès et aucune réponse n'est apportée par l'autopsie. Rien ne laissait supposer que son état était aussi grave et personne ne sait exactement de quoi elle est morte. Mais que se passe-t-il quand une personne supposément possédée décède ? Est-ce que l'esprit change de vaisseau ? Est-il remis en liberté ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que la mort de la jeune fille ne met pas fin aux troubles de la famille. En plus de l'extrême douleur de leur deuil, les Gutiérrez se retrouvent à vivre la même chose qu'Estefania. Dans la maison, ils entendent régulièrement des bruits de coups venir de la chambre désormais inoccupée de la défunte. Un jour, sa mère entend un vacarme provenant de la pièce. Elle y entre en trombe, espérant prendre le responsable sur le fait. Quand elle ouvre la porte, elle découvre toutes les affaires de sa fille répandues sur le sol, les meubles retournés, les livres déchirés. Mais aucun intrus à l'horizon, bien sûr. La nuit suivante, toute la maisonnée est réveillée par un bruit terrifiant. Un rire masculin et malveillant résonne dans le couloir, qui, lui, est résolument vide. Un matin, la situation s'aggrave alors que le père est dans le salon en train de jouer avec son plus jeune fils. Tout est calme, l'ambiance est plus ou moins légère, mais soudain, les pieds de l'enfant décollent du sol et il se met à léviter. Son père, médusé et impuissant, observe son fils s'élever dans les airs. Il a à peine le temps de penser à l'attraper que le petit garçon est violemment projeté contre un mur par une force invisible. Il survit heureusement à cette attaque, mais reste, sans surprise, profondément traumatisé par l'épisode. Un soir, alors que la famille dîne calmement, la porte du salon s'ouvre d'un coup, heurtant le mur avec violence. Puis, des bruits de coups se mettent à résonner sur tous les murs de la maison, semblant venir de partout et nulle part à la fois. Terrifiés, les parents se ruent sur le canapé du salon et le poussent contre la porte pour tenter de se barricader. Mais un violent courant d'air envoie tous les meubles valser et rouvre la porte avec encore plus de force que la première fois. Soudain, un objet traverse la pièce à toute vitesse et atterrit à leurs pieds. C'est un cadre dans lequel se trouve un portrait d'Estefania. Sur la photo, le visage de l'adolescente est entièrement brûlé. Il ne semble pourtant pas y avoir de feu dans la maison. Leurs nuits aussi sont particulièrement agitées. Ils se mettent à voir les mêmes silhouettes que celles que décrivait Estefania. Sa sœur raconte avoir vu une créature humanoïde aux membres démesurément longs s'approcher d'elle, puis s'accroupir, avant de ramper sur le sol et glisser doucement sous son lit. Le tout alors qu'elle était paralysée de terreur sur son matelas, incapable de faire le moindre geste ou d'appeler à l'aide. Et chaque jour, un nouvel incident perturbe leur quotidien ou leur sommeil.
À bout de nerfs, le père finit par appeler la police. Bien sûr, lorsqu'il leur explique qu'il est convaincu que leur maison est hantée, les policiers lui rient au nez. Mais il rappelle, encore et encore, racontant à chaque fois un nouvel incident, et des agents finissent par se rendre à son domicile pour tenter de tirer cette affaire au clair. Pour eux, c'est forcément l'œuvre d'un petit malin qui s'amuse à tourmenter la famille en se faisant passer pour un esprit vengeur. Et il compte bien le prouver. Lorsque l'inspecteur José Negri et ses hommes, toujours sceptiques, arrivent sur place, ils trouvent toute la famille Gutiérrez dehors, sous la pluie, terrorisés. Ils entrent dans la maison convaincus que rien de surnaturel ne vit sous leur toit. Lorsqu'ils pénètrent dans le salon, ils manquent presque immédiatement de se faire assommer par une armoire qui s'ouvre violemment et dont les portes se mettent à claquer. Ils ont à peine le temps de comprendre ce qu'ils viennent de voir que leur inspection se retrouve à nouveau interrompue par une détonation venant de la terrasse. Mais lorsqu'ils se ruent dehors, ils ne trouvent rien qui puisse expliquer un tel boucan. Interloqués et un peu plus nerveux qu'à leur arrivée, ils continuent de faire le tour de la maison. L'un des officiers fait alors remarquer qu'un crucifix, qui était pourtant bien accroché au mur sur un support en bois, se trouve désormais par terre. Quand il observe le socle, il remarque 3 sillons dans le mur, comme si une griffe acérée avait violemment arraché l'objet pour le jeter au sol. Les policiers sont désormais convaincus qu'ils ne pourront rien faire pour la famille et que tout ça ne relève pas de leur autorité. L'affaire finit par faire pas mal de bruit, à tel point que la presse s'y intéresse. Des reporters se rendent sur place et la famille est interviewée pour le journal télévisé local. Tout le monde se met à donner son avis sur la question. Les plus croyants sont convaincus que la famille est harcelée par une entité démoniaque, mais les sceptiques y voient un gros canular perpétré pour obtenir de l'attention. Ils estiment que les parents ont failli à leur fille clairement malade et qu'ils se sont enfoncés dans leurs mensonges pour justifier son décès, qui aurait pu être évité si elle avait été prise en charge plus tôt et par des gens compétents. Les Gutiérrez maintiennent leur version des faits et finissent par craquer. Un peu plus d'1 an après la mort d'Estefania, ils font leur carton de déménagement. Les perturbations s'arrêtent là pour eux et bientôt, leur maison est reprise par de nouveaux locataires, à qui il n'est jamais rien arrivé d'étrange. Alors, s'agissait-il d'un canular ? Est-ce que l'esprit vengeur du grand-père a simplement décidé de leur pourrir la vie avant de passer à la suite de son programme dans l'au-delà ? Est-ce qu'un démon a profité de toute cette ambiance macabre pour pointer le bout de son nez à travers le portail ouvert par la planche de Ouija ? Le mystère reste entier. C'est sans doute loin d'être la première histoire flippante avec une planche de Ouija que vous entendez. Vous avez peut-être déjà entendu l'expérience d'un proche ou de la cousine d'un pote de colo, par exemple. Avez-vous déjà osé en faire l'expérience vous-même, ou est-ce que ces histoires ont suffi à vous couper l'envie ? Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'attend qu'une chose, que vous preniez une planche et une planchette, toutes faites ou fabriquées par vos soins, et que vous établissiez le contact pour qu'enfin le message puisse vous être transmis. Vous imaginez ce à côté de quoi vous pourriez passer ? Une déclaration d'amour, un secret de famille, l'emplacement d'un trésor enfoui, la réponse à ce qui se trouve dans l'au-delà ? Les possibilités sont infinies, et l'accès à ces informations est à la portée de tous. Ce serait vraiment dommage, quand même, de se priver d'une telle expérience. Vous n'avez qu'à prendre une feuille de papier, y écrire l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, puis les mots oui, non et au revoir. C'est si facile. N'oubliez pas la planchette. Un petit verre à shot peut largement faire l'affaire, par exemple. Il faut que ce soit transparent pour que vous puissiez bien voir ce qu'il désigne. Non, vraiment, c'est simple, je vous jure. Essayez. Ah oui, par contre, détail important. N'oubliez surtout pas de dire au revoir avant de terminer votre séance. Parce qu'on ne sait pas ce qui risque de vous suivre si vous ne refermez pas le portail. Et si par malheur les choses devaient mal tourner, vous savez où me trouver si vous voulez que quelqu'un raconte votre histoire. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.